gas to the hand of weed. Your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart. Voici Jean-Pierre Amat et Franck Badiou. Ce sont deux athlètes de très haut niveau. Écoutons Jean-Pierre Amat parler de sa discipline. L'essentiel, c'est bien autre chose, c'est cette recherche de soi, c'est aller au plus profond de quelque chose. C'est une grande curiosité qu'on essaie d'apaiser et on arrive à apaiser par moments, mais il y a tellement à découvrir. Trying to wipe out every trace of all the other days. In a week, you know that this will be the Saturday. You're reaching your peak, stopping on a red. Mais de quelle discipline s'agit-il ? Ceci fait partie de l'entraînement. Vous l'avez compris, c'est du tir sportif qu'il s'agit. Un sport d'équilibre, de volonté, de précision et de concentration extrême. On a emprisonné une force dans une cartouche et puis ensuite ce sera à l'individu d'arriver à guider tout ça pour montrer jusqu'à quel point il peut être lui aussi capable d'organisation intérieure. Main gauche, repère avant, épaule droite relâchée, main droite placée, je vérifie la direction, ok, on y va. Mentalement, le tireur contrôle l'un après l'autre chacun de ses muscles et chacune de ses positions. Je suis stable. Je suis une statue. Mais pour que le tir soit juste, il faut qu'au-delà de la technique et des automatismes, l'inconscient prenne le relais. C'est l'esprit qui porte et pose la balle. Je tire un 10 et je reste. Je reste. Car le 10 à 10 mètres représente un demi-millimètre, la moitié d'une tête d'épingle. Et il ne s'agit pas de réaliser l'épreuve une seule fois, mais 60 fois de suite. Poste C. 10. 10. Car l'art est dans la maîtrise d'une longue répétition de gestes parfaits.
Dans un entonnoir. Un petit peu. La semoule. Le fait de viser puis de tirer juste a toujours accompagné l'humanité. Mais le tir qui nous intéresse ici n'implique aucune agressivité. Les seules victimes sont de carton. Le tir sportif est un sport au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il demande d'abord et avant tout de se confronter à soi-même. Les disciplines pratiquées et que nous vous présentons sont diverses, de la carabine, du pistolet aux armes anciennes, du 10 mètres aux 300 mètres. Mais laissons parler les tireurs, ce sont eux qui savent. Je suis persuadée que chaque individu peut trouver, parmi les 13 disciplines olympiques qu'offre le tir, une discipline qui lui convient et qui lui plaira. Elles sont tellement différentes entre elles, elles font appel à des qualités différentes. C'est un exercice qui est soit dynamique, soit statique. La carabine 10 mètres, discipline de prédilection peut-être des tireurs français. Discipline olympique hommes et femmes. Le programme de tir est de 60 plombs. La carabine à air comprimé. Le 10 infiniment petit, 1/2 millimètre. Donc c'est une discipline qui est très démocratique, enfin, il me semble. Et de plus, c'est peut-être la discipline qui à mes yeux représente le plus la quête d'absolu parce qu'on peut atteindre 600. 50 mètres, 3 x 40. Discipline olympique pour les hommes. Armes, carabine libre, 22 longs rifles. 120 coups dans les 3 positions. 40 coups en position couchée. 40 coups en position genou. « 40 coups en position debout. Pour les dames, le programme est seulement de 3 x 20. « 60 balles couchées ou match anglais, discipline olympique pour les hommes. Carabine libre, 22 longs rifles. 60 coups en position couchée. Le score parfait de 600 points a été plusieurs fois réalisé. « 300 mètres, même programme que le 3 x 40, le match anglais, le 3 x 20, mais à 300 mètres. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les 3 positions, parce que bon, on fait du coucher, debout, genou. Et ce qui est bien à 50 ou à 300, c'est les conditions atmosphériques qui rentrent en ligne de compte sont nettement plus difficiles, ou les conditions en général sont nettement plus difficiles qu'une discipline à 10 mètres. Donc ce que j'aime bien, c'est le changement, l'extérieur, tirer à l'extérieur, tout ça. Cible mobile, 10 mètres. Discipline olympique à compter des Jeux de Barcelone. La cible parcourt un trajet rectiligne de 2 mètres face au tireur, de gauche à droite et de droite à gauche. L'arme est une carabine à air comprimé, équipée d'une lunette de visée, grossissement limité à 4 fois. C'est un sport où tu es obligé de te battre à tous les coups. C'est-à-dire quand la cible part, il faut tirer. Tu ne veux pas reposer la carabine, tu es obligé de faire un 10 ou assurer un 9 ou un 8. Et c'est ce qui me plaît là-dedans. C'est pas statique, c'est mobile. Et tu es obligé de te battre. Il y a un esprit de compétition. Même discipline. La cible représentant un sanglier est à 50 mètres. La carabine est une 22 longs rifle.
Le bench reste. Ici, il s'agit d'une toute autre discipline. Tout l'art réside dans la préparation des balles, le dosage des poudres, l'estimation du vent. Par exemple, ce sont toujours les mêmes douilles qui servent, ou presque. Le fusil est appuyé sur un trépied à l'avant, un sac de sable à l'arrière. Le jeu consiste à grouper les impacts sur le plus petit espace possible, quelques millimètres. On utilise des armes de gros calibre et de très haute précision, toujours munies d'une lunette à fort grossissement. Les cibles sont situées à des distances de 100, 200 et 300 mètres. L'arbalète est une discipline mondiale. Le programme de tir est de 60 coups pour les seniors, de 40 coups pour les dames. La tension de l'arc est de 80 kg. Pistolet 10 mètres. Discipline olympique hommes et femmes. Programme de tir de 60 plombs pour les hommes et de 40 plombs pour les dames. La cible a un diamètre de 15,55 cm. Le 10 est de 11,5 mm. Pistolet sport ou combiné 22. Discipline olympique pour les dames, mondiale pour les juniors et les seniors. S'effectue sur une cible située à 25 mètres. Armes, pistolet 22 long rifle pour le combiné 22, 32 ou 38 pour le pistolet sport. J'ai commencé à pratiquer le tir fin 82 dans la région d'Aix-en-Provence, d'où je suis originaire, et où le tir au pistolet est en fait une coutume plus que la carabine. C'est un exercice physique que je préfère, c'est plus tonique. C'est un mode d'expression qui me convient mieux que la carabine. La carabine, c'est plus technique par rapport au pistolet que je jugerais personnellement plus physique. Vitesse olympique, discipline olympique, s'effectue sur 5 cibles pivotantes situées à 25 mètres. Armes, pistolet 22 court. Programme, 60 coups qui se décomposent par série de 5 coups. J'ai commencé d'abord à tirer au pistolet à air comprimé en 1982. Et je me suis mis après à la discipline de vitesse. Parce que selon moi, c'est une des disciplines les plus spectaculaires et les plus intéressantes. C'est un peu du parti pris. Mais... Parce qu'il y a, en plus de la notion de précision, une notion de vitesse, et de temps et de mouvement. Et donc, c'est ce qui m'intéresse. C'est jamais la même chose. Il suffit de faire une attaque plus lente ou plus rapide, ça change tout le reste du tir. Pistolet libre, discipline olympique, s'effectue à l'aide d'un pistolet à un coup de calibre 22 long rifle. Programme de tir, 60 balles en 6 séries de 10 coups sur une cible située à 50 mètres. Le 10 représente en gros une pièce de 5 francs, donc à 50 mètres, ce qui fait que réussir à tirer que dans le 10 est quand même quelque chose d'assez magique, quoi. Et pourtant on y arrive. C'est ce qui est intéressant dans la chose. C'est impossible d'y arriver. Normalement, c'est impossible de tirer dans une pièce de 5 francs à 50 mètres avec un pistolet, et pourtant, on y arrive. Donc, c'est amusant. Silhouette métallique, sport plutôt rustique. Il s'agit de tirer sur des cibles représentant des poulets, sangliers, dindons et mouflons, à des distances de 25 à 200 mètres.
Armes anciennes. Ces disciplines proposent un grand choix d'épreuves avec des armes d'époque, de poing ou d'épaule, ou les répliques de celles-ci. Toutes ces armes se chargent par la bouche à l'aide de poudre noire. La distance de tir, selon les types d'armes, varie de 25 à 100 mètres. Je mets ma mèche. Le tir, enfin, pour moi, ça remonte à très longtemps. Pour autant que je me rappelle avoir eu la possibilité de jouer en plein air tranquillement, il y avait toujours un but quelque part. C'était une projection, c'était avec un arc, un lance-pierre, autre chose. Et un jour, par hasard, j'ai pu découvrir le tir sportif. Et le jour où j'ai vu mes premières carabines, je me suis dit, tiens, c'est le summum de ce que peut être la projection. Et à l'époque, pour moi, le tir, c'était toujours un certain but à atteindre. Et puis j'ai eu la chance de participer à un stage qui était encadré par Yves à l'époque avec la Ligue Dauphiné-Savoie, c'était en 77. Et dans ce stage, on avait une partie de tir sur le stand des Chevaliers à Chambéry et une partie théorique aussi. Et pour moi, ça c'était tout à fait nouveau parce que je ne me doutais pas qu'on pouvait faire de la théorie sur le tir. Et en faisant de la théorie, on a commencé à nous parler du lâcher, par exemple, la manière d'appuyer sur la détente. C'est quelque chose que j'avais jamais soupçonné. Ça, pour moi, ça devait se faire pratiquement naturellement, c'est-à-dire sans y réfléchir, sans travailler, sans aucune qualité particulière. Puis on nous avait parlé aussi un petit peu de la manière de viser. Pareil, ça faisait partie des choses qui paraissaient évidentes. Et puis, bon, les choses se sont approfondies. Et je crois que la plus grosse transformation que j'ai eue dans ma carrière de tireur, c'était dans ce stage-là. Donc je me suis rendu compte en fait que le tir, ça pouvait être bien autre chose que d'essayer de toucher quelque chose, que ce soit un 10 ou autre chose. C'était une manière de travailler, une manière de regarder à l'intérieur de soi, une manière d'organiser les choses. Et à partir de là, il y avait un petit peu de magie, parce que les lois de la physique sont souvent incompréhensibles. En tout cas, on s'en doute un petit peu, mais c'est des choses impalpables. Et en fait, avec le tir, là, on essaie d'organiser tout ça. C'est un système un petit peu organisé. Je dirais avec la même approche ou la même différence qu'il y a entre le bruit et la musique. La musique est un bruit magnifiquement organisé. Le tir, c'est un petit peu le chaos physique organisé. On a dominé, on a emprisonné une force qui est soit de l'air comprimé, soit une force chimique dans une cartouche. Et puis ensuite, ce sera à l'individu d'arriver à guider tout ça pour montrer jusqu'à quel point il peut être lui aussi capable d'organisation intérieure. Et ça a été ma plus grande découverte. Et je crois que le jour où j'ai mis le doigt là-dessus, j'avais aussi mis le doigt dans l'engrenage, parce que là, il n'y a plus de limite à ça. Et je ne crois pas qu'on puisse un jour atteindre une limite quelconque dans la connaissance de soi. Donc on disait que en fait, le tir, c'est aussi et peut-être surtout une connaissance de soi. C'est surtout une connaissance de soi. Il y a plein d'autres plaisirs dans le tir. Il y a le plaisir de voyager, il y a le plaisir de rencontrer des gens. Il y a le plaisir particulier aussi lié à cette discipline qui est sûrement la plus individuelle de toutes, de s'opposer à des gens qu'on apprécie et qu'on estime énormément.
n'y a aucune agressivité entre des tireurs, même de très haut niveau. On connaît très bien les gens contre qui on va batailler aux Jeux Olympiques. On n'a pas du tout envie de s'opposer à ces gens-là. Enfin, c'est vraiment des rapports d'amitié profonde. Et c'est ce qui fait un petit peu aussi la beauté de tout ça. On sait qu'on va tous concourir pour le même but. Et je sais que quel que soit le vainqueur des disciplines carabines, les 8 autres finalistes iront lui serrer la main très sincèrement, avec une jalousie, mais la jalousie ne serait pas vis-à-vis de la médaille ou du résultat. Suivant la manière dont la performance a été réalisée, c'est plus la jalousie de savoir que ce bonhomme-là, ce jour-là, a réussi à atteindre quelque chose que les autres n'ont pas eu, quoi. Il a touché le soleil du bout de ses doigts. Que, en fin de compte, pour ce personnage-là, ce jour-là, vous avez une admiration comme s'il avait été élu, je veux dire. Il y a un peu de ça, Et alors comment... ce qui est frappant, c'est que, alors que vous tirez des balles, des plombs, les uns avec des grosses cartouches qui font un boucan pas possible, d'autres avec des choses plus simples qui font moins de bruit, avec l'arbalète qui fait pratiquement pas de bruit, avec des armes anciennes qui pétardent comme il n'est pas permis. Comment expliquer que le tireur qui utilise donc des objets que l'on lance, donc qui est a priori un type d'agressivité pour le grand public, avec du bruit, hein, soit d'un calme, d'une sérénité et j'allais dire presque une gentillesse extrême. Comment expliquer ça? Je crois que la réponse, elle est liée aussi à la première question. Si le jeu consistait simplement à faire du bruit et à lancer des choses, on n'aurait pas vraiment eu besoin de codifier le tir tel qu'il est, on n'aurait pas eu besoin d'inventer des carabines à air comprimé qui, elles, font pas de bruit. On envoie quelque chose, mais ça fait pas de bruit. C'est un petit diabolo qui fait un demi-gramme et c'est en plomb et ça s'arrête à 10 mètres. L'essentiel, c'est bien autre chose. C'est cette recherche de soi, c'est aller au plus profond de quelque chose. C'est une grande curiosité qu'on essaie d'apaiser et qu'on arrive à apaiser par moments, mais il y a tellement à découvrir là-dedans. Alors Yves, est-ce que toi tu peux développer ce sentiment général en tant qu'entraîneur? Il faut bien dire que, donc, comme j'ai été tireur d'équipe nationale à l'époque où l'équipe de France ne valait pas grand-chose sur le plan international. Je dois dire que je suis capable à l'heure actuelle de rationaliser les choses. Mais à l'origine, c'est quelque chose qui me plaisait d'instinct, parce que je pense que l'instinct a une valeur et que tant Jean-Pierre que moi, on est allé vers cette discipline par sensibilité. On n'a pas eu besoin d'y reconnaître tout de suite quelque chose de manière raisonnée, on l'avait reconnu instinctivement. Bon, et après, quand on s'est rendu compte que l'aventure était intéressante, on s'est donné les moyens, ou on a utilisé les moyens qu'on avait de la prolonger. Et la manière que j'ai trouvé moi-même de la prolonger le plus longtemps, ça a été après de m'occuper des autres. Quand j'ai commencé mon métier d'entraîneur, j'étais loin d'être un tireur fini. J'aurais pu tirer longtemps encore, mais il m'a semblé intéressant d'apporter un peu ce que je savais aux autres pour les inciter au voyage, quoi. Et le voyage est intéressant, bien sûr, parce que ça demande beaucoup d'énergie, contrairement à ce qu'on croit. On voit toujours ces tireurs, là, ce qui vous frappe, vous, c'est le calme, c'est l'apparente capacité de réflexion qui est réelle. Mais c'est une dépense d'énergie considérable et si elle est bien utilisée, le chemin est intéressant, quoi. C'est un beau chemin. Le rôle d'un entraîneur en tir, ça ne consiste pas à donner des moyens aux gens. Ça consiste à leur donner quelques clés pour qu'ils utilisent les moyens qu'ils ont. Donc sur une population de tireurs qui représente quelques centaines, en gros c'est ce qu'on voit en 10 ans d'entraînement, et c'est déjà beaucoup, on en a qui s'arrêtent à différentes étapes qui sont leur capacité atteinte. Et pour avoir un animal comme ça, ou comme quelques autres qu'on a, qui sont des gens qui sont capables d'aller au bout du voyage, ben on en a touché beaucoup qui avaient des moyens, mais pas suffisamment de moyens réunis, et qui ont trouvé le bonheur de tirer malgré tout. C'est ça qui est intéressant à ce jeu-là. Si on démonte, par exemple, le système de manière analytique, si on a une vision réductrice des choses,
Si on commence à appareiller les tireurs, par exemple, pour mesurer les paramètres, alors mesurer le temps de réaction, mesurer la vitesse de propagation de l'influx nerveux, tout ça, ça a été fait. Mesurer les capacités de perception visuelle, mesurer le temps qu'il y a entre deux battements cardiaques, donc le temps pendant lequel le corps est calme. On s'aperçoit que ces gens-là sont de véritables acrobates parce qu'ils sont obligés d'aller au-delà, en quelque sorte, de leurs moyens physiologiques. Ils doivent prévoir pour organiser le temps à l'avance. Donc un tireur, même s'il ne s'en rend pas compte, parce que ceux qui fonctionnent à l'instinct ont une bonne démarche aussi, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Mais il faut savoir quand même qu'un tireur dépasse couramment son temps de réaction au point de vue résolution, au point de vue décision. C'est-à-dire qu'il connaît son temps de réaction et il est capable de jongler avec. Son temps de réaction, c'est quoi? Son temps de réaction, disons que pour un geste de la main, si on considère que ce qui enclenche le système chez nous, c'est appuyer, bon, ça va représenter, allez, disons 120 millisecondes, quoi. Hein, le temps que la décision soit prise et que ça arrive au bout, quoi. Bon, mais 120 millisecondes, on a des preuves, nous, que les gens anticipent là-dessus et tiennent compte de ce temps-là. Jean-Pierre, par exemple, quand il tire, il a déjà été appareillé avec un petit appareil de télémétrie qui permet de savoir comment il fonctionne au point de vue cardiaque. Bon, ça lui arrive, quand il est sous tension, de tirer avec un pouls à plus de 120 déjà. C'était le cas de Berthelot aussi. Bon, quand on regarde les temps d'arrêt, les temps de repos cardiaque dans lesquels il tire, parce que les lâchers sont programmés dans les temps de repos cardiaque. Quand on a le pouls qui bat à 120-140, les temps de repos cardiaque sont extrêmement courts. On est obligé de tirer dans les temps de repos cardiaque? On n'est pas obligé, c'est ce qui se passe en réalité. C'est une nécessité. C'est une nécessité absolue, mais c'est quelque chose que le tireur contrôle, c'est quelque chose qu'il a appris de manière subconsciente, on peut dire, mais avec laquelle il jongle, quoi. Et ça, c'est le pouvoir de l'esprit qui permet ça. Il faut qu'il y ait une très très grande nécessité pour que le corps soit au service d'une manière aussi fine, quoi. Et c'est là que l'imagination devient créatrice chez un tireur comme chez n'importe quelle personne qui a quelque chose de difficile à faire. Un entraîneur ne peut pas grand-chose pour ça, honnêtement. Mais il peut quand même expliquer à quelqu'un comment aller au bout de lui-même, ou du moins essayer de trouver pour lui, pour chacun individu, une démarche spécifique. Il peut lui proposer quelque chose de goûteux, quoi. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et alors, comment on s'y prend? Et il faut aimer le tir et aimer les gens. Je crois que sans ça, ce sont les deux conditions essentielles. À partir du moment où on les aime, je pense qu'on peut leur apporter quelque chose, on peut les inciter à chercher, en leur faisant voir que le chemin est beau à parcourir, quoi. Et certains le trouvent et ont du plaisir et arrivent à vivre en harmonie dans ces temps un petit peu difficiles. C'est vrai qu'à un moment donné, ça confine un petit peu à la magie. Et même, je dirais même soi-même, on arrive à se prendre au jeu. Il y a des fois, on a l'impression que c'est tellement beau et pur ce qu'on produit qu'on peut tomber dans le piège de l'excès de confiance. On s'emballe un petit peu. Bon. Et un des jeux consiste, quel que soit le degré de concentration et quel que soit le degré d'investissement, à garder un petit regard extérieur et un petit regard critique jusqu'au moment où, attention, top, tu investis toute ton énergie dans l'obtention de ce degré-là de concentration et il faut en garder une proportion qui est infime mais qui est nécessaire pour avoir aussi le contrôle. Et plus tu investis, plus tu dois avoir de contrôle. Donc ça, c'est un peu délicat. Quand tu te dis, demain, je vais arriver sur le pas de tir, je connais les gens qui sont là, il y a un enjeu, il va y avoir tout ça, tu es forcément pris par le système. Tu vis, tu sens des choses, tu les subis pour une part, et il y a une grande partie de la préparation qui consiste à arriver plus qu'à se familiariser avec tout ça, mais à utiliser tout ça. Pendant une semaine de Coupe du Monde où il y a les sélections pour les Jeux, tu as des maux d'estomac et autres, bien sûr, c'est une trouille viscérale. Simplement, il faut vivre avec et il faut savoir comment l'intégrer dans ce processus. Ça, c'est une chose intéressante. Il y a un autre secteur qui est énorme, c'est d'arriver à garder une motivation intacte. Le jour où tu te dis, mon but suprême, c'est d'être champion du monde, et que tu obtiens ça,
par un concours de facteurs favorables, par ta valeur, parce que tu veux, tu obtiens ce titre-là. Si juste avant d'y arriver, tu n'as pas prévu un petit peu l'au-delà, tu te retrouves devant une cassure, tu n'as plus les moyens de passer le pas et d'aller au-delà. Et ça, c'est des choses qu'il faut prévoir aussi. Je crois qu'un tireur qui vraiment veut faire une belle carrière, il a intérêt à la prévoir plus d'une saison à l'avance et plus d'un événement majeur à l'avance. Et je pense d'ailleurs qu'une des possibilités, c'est non pas de se mettre une limite par rapport aux autres, mais par rapport à soi. En fait, un tireur passe par une phase importante d'assimilation technique, et que tout le but consiste, au moment du lâcher, au moment du tir, à oublier totalement cette mécanique, de manière à retrouver une espèce d'intelligence instinctive comme ça, qui fasse que le coup part exactement au moment où il faut, sans qu'il y ait une véritable action très très consciente. La conscience est sur autre chose. Donc la conscience est sur l'intention. Mais ça n'est pas aussi simple que ça. Si on considère qu'un tireur est quelqu'un qui répète beaucoup de fois apparemment la même chose, c'est jamais vraiment la même chose. Mais il y a dans la répétition, qui est une tranche de temps, qui aboutit à tirer une balle, il y a forcément un moment où il y a une conscience technique, où il y a une sorte de réactivation des automatismes, puisque quand on s'est entraîné, on a créé des automatismes qui sont les moyens à notre service. Et puis c'est vrai qu'au moment important, alors à ce moment-là, c'est la pensée, et spécialement la pensée visuelle, mais sensitive associée aussi, qui est organisatrice de tout le reste, qui appelle les réponses nécessaires. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la technique est largement subconsciente. Si elle était consciente, elle serait trop lente de toute façon, la technique. D'un simple point de vue physiologique, elle serait trop lente. Et on serait trahi par ces moyens humains en quelque sorte. Pour qu'on puisse jongler avec les temps de réaction, comme on parlait tout à l'heure, il faut absolument que tout ça soit à un autre stade que le stade de la conscience. La conscience d'un tireur, elle est visuelle, essentiellement. Elle est un peu sensitive aussi, mais elle est beaucoup visuelle au moment important. La plus grosse partie de l'entraînement, si on voulait faire un résumé, je crois que c'est un asservissement. Ça revient à un asservissement d'à peu près tout, jusqu'à arriver à ce que ce soit l'œil qui dirige tout ça. Et ça, c'est bizarre. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment ailleurs, quoi. Dire que le fait de poser l'œil à cet endroit-là, et puis ça va ajuster les moyens. Il y a tellement de nécessités. On invente tellement de choses aussi pour développer cette nécessité. Dans les images mentales qu'on utilise, par exemple, pendant que tu vises, il faut rendre concentrique 2 cercles, en gros. Tu t'aperçois de choses étonnantes, par exemple. Le fait de viser simplement, tu te dis, je veux centrer, oui, il y a des bougées et autres. Si tu essaies de plaquer une image tout à fait imaginaire là-dessus, tu essaies d'imaginer que le noir de la cible, le visuel, c'est un aimant, et que ton guidon, c'est un aimant de même pôle qui se situe autour. Il va y avoir des forces qui aboutiront forcément au centrage parfait, parce qu'il va y avoir un équilibre. Tu peux imaginer que c'est une bille au fond d'un bol, par exemple, et forcément, elle aura tendance à se centrer et autres. Tu peux, quand on a la chance, comme moi, par exemple, de tirer à la fois à 10 mètres et à 50 mètres, dans le tir couché à 50 mètres, on a une stabilité qui est phénoménale. Quand tu tires debout à 10 mètres, il est possible de plaquer la nécessité du coucher, parce que quand tu tires couché, tu ne tireras pas sur une situation autre que parfaitement centrée. Et il est possible de temps en temps de plaquer la nécessité du coucher sur le 10 mètres. C'est-à-dire, tu te dis, tu es en train de tirer debout, et tu t'imagines en train de tirer couché. Et tu te dis, là, actuellement, je suis en train de tirer couché, et un décentrage comme ça, couché, je ne l'accepterai pas. Donc il est hors de question d'accepter debout. Et tu te retrouves dans des exigences qui sont tout à fait hors normes pour la discipline concernée. Et ça participe à la performance. Tu peux t'imaginer, quand tu arrives, c'est pas simple à faire ça, et ça marche pas tous les jours malheureusement, mais quand tu as un degré d'investissement dans ton tir suffisant,
tu arrives à créer ça, je dirais pas instantanément, mais à un moment donné, la nécessité est là, les moyens sont là, ça s'installe. Et tu peux mesurer l'augmentation de la stabilité d'une manière colossale, simplement par le fait d'avoir pensé ça. Le fait d'arriver à plaquer d'autres sensations sur celles qui existent, le fait à te mentir, d'arriver à se mentir à soi-même, ça c'est de la magie. Là tu rejoins une part de magie parce que tu plaques du réel sur de la réalité et c'est le réel qui prend le dessus. Tu plaques de l'imaginaire sur du réel et c'est l'imaginaire qui prend le dessus. Ça c'est fort. Là tu te sens, ces jours-là tu te sens fabuleusement bien, quoi. Ça peut être une compétition, ça peut être un entraînement, ça peut être n'importe quoi, tu t'en fous du contexte. Là, le contexte, c'est totalement accessoire. Mais quand tu arrives à créer ça, à installer ces choses-là, tu te sens fabuleusement bien. On a dit beaucoup de choses. On a dit que l'imagination était importante. Eh bien, non seulement importante, mais totalement nécessaire. Essentiel. On a dit que la volonté était de la même essence. Ouais. En fait, on peut très bien dire donc on imagine la balle au 10 et que sa propre volonté va porter cette balle sur le 10. Tout à fait. La volonté, c'est un entraînement, en quelque sorte. C'est un entraînement parce que tout le monde va vers la facilité. Ça, c'est une des choses dont on se rend compte assez vite à ce jeu-là. Ce jeu-là est impitoyable parce qu'on se retrouve en prise avec les comportements habituels de l'espèce, qui sont des comportements en quelque sorte destinés à nous ménager longtemps. Or, nous, on a choisi, les gens qui font du sport ont choisi la compétition. Je ne pense pas que la compétition soit naturelle au règne animal. Tout ça, c'est le règne animal, il fonctionne comme un petit épicier de province qui gère juste avec assez de bénéfices pour survivre en quelque sorte. Il n'y a pas de débauche d'énergie là-dedans. Chez un compétiteur, il y a une débauche d'énergie. Donc c'est antinaturel la compétition, contrairement à ce que racontent beaucoup de gens. Et alors à ce moment-là, on se retrouve avec un réel problème d'énergie, parce que l'énergie existe en quantité limitée pour l'univers, c'est évident, mais limitée à un moment donné de sa vie d'homme. Et il est bien évident que quand on sait apporter en quelque sorte la preuve que quand on fait les choses correctement, on arrive, on a l'impression que c'est arrivé et on a le vieux démon qui dit ça y est, maintenant tu sais faire, il n'y a plus rien d'autre à faire et on va se reposer. Or, le propre de ce jeu-là, c'est que le jeu n'est pas de faire 3 balles très bien, le jeu est d'en faire 40, 60, 120 très bien. Et là, la dimension de la volonté apparaît. Il y a 150 tireurs en France qui peuvent prendre sur 3 balles le champion du monde et qui ont bien des chances de le battre, le gaillard là. Sur 60 balles, c'est une autre affaire parce qu'il y a cette amélioration du comportement qui est liée à la nécessité de faire la performance et qui aura entraîné en particulier la volonté. La volonté est beaucoup de signes précurseurs parce que plus on avance dans sa vie de tireur et moins on a recours aux faits et plus on a recours à ce qui annonce les faits. Un tireur qui débute, par exemple, il fonctionne avec des signes physiques évidents. Ça bouge beaucoup ou pas beaucoup. Ça s'arrête ou ça bouge un petit peu. Ça permet donc de tirer ou de ne pas tirer. Mais un tireur de cet acabit, là, comme ils sont quelques-uns sur la planète, ça s'arrête quand c'est stable aussi. Quelquefois, ça s'arrête de tirer, non pas parce que la stabilité est déficiente, non pas parce que le lâcher est mal préparé, mais ça s'arrête parce que l'esprit est ailleurs. Et ils savent que l'esprit est ailleurs et n'est pas assez créatif pour permettre de continuer à bien fonctionner. Donc le signe intervient tellement à l'amont des moyens. Voilà. Oui, alors je disais qu'on était peut-être passé à côté de quelque chose qui était le pourquoi tout ça. J'étais en train de parler de ça et j'essayais de le définir. Je crois qu'on a peut-être un peu trop la manie de définir. C'est une question de sensibilité, mais c'est une histoire de bonheur, quoi. Tout simplement. Je crois que quand on a fait des efforts pour construire ses capacités un peu acrobatiques en quelque sorte, on ne peut pas ne pas avoir conscience du bonheur de bien fonctionner, quoi. Et ça se matérialise bien.
on voit revenir quelque chose qui est propre, qui est bien, qui est le fruit d'un fonctionnement qu'on sait bon. Et là, on touche le bonheur du doigt. On voit revenir une belle cible. Parce qu'il y a une sorte de beauté formelle qui n'est accessible à ce moment-là qu'à celui qui a créé. Vous regardez, vous êtes derrière les 8 finalistes d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde, des Jeux Olympiques. Vous allez revoir, si vous goûtez ça, vous allez voir venir essentiellement des bons 10. Mais même si vous aimez intensément le tir, même si le tir c'est ce que vous faites à propos de la vie, à aucun moment vous n'arriverez à goûter un seul de ces 10 aussi fort que celui qui l'a fabriqué. Parce que c'est son pouvoir qu'il a exercé, c'est son bonheur, c'est sa décision. Et c'est sa récompense, partielle. Mais il peut rejouer et être récompensé une fois encore.